voilà, retour sur le plateau à l'heure du café du matin et pour cette journée. Et donc, merci à Emmanuel. Faire des efforts pour connaître les règles. Eh bien, c'est ce qu'on va faire là maintenant. Et on va, pour ça, je vais vous présenter différentes personnes. Donc, Jean-Michel Poncet, qui est responsable douane Bonjour, chez Militzer Image. Bonjour, Jean-Michel. bonjour Marc, bonjour. Luciana Garcia, qui est responsable de Cotecna. Où est Luciana? Voilà, elle apparaît, c'est incroyable, Là, c'est c'est ça. magique. Bonjour Marc, bonjour à tous. Voilà, et Dominique Materne du Port d'Anvers. Ouais, Bonjour Dominique, Marc, voilà. bonjour à Voilà. tous. J'adore ces présentations sur lesquelles les gens apparaissent, comme ça paraît tout à fait magique. Bon, très bonne introduction. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez dit d'Emmanuel sur la nécessité de connaître les règles et usances et de connaître les règles du commerce international qui évoluent et qui sont pas toujours respectées d'ailleurs. Et c'était le point d'une question. Alors, je fais une toute petite parenthèse avant de vous donner la parole. Vous savez tous que vous pouvez poser des questions. Alors, j'ai déjà eu 2 questions là, qui arrivent. L'intérêt, c'est qu'on puisse y répondre. Hein, donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat live. Et on les rebalancera, parce que nous, on est sur une plateforme d'enregistrement, mais vous en faites pas, je les verrai et j'essaierai de les poser à nos intervenants pour qu'ils puissent y répondre. Voilà. Bon, Incoterm, grosse problématique. Jean-Michel. Et donc, en fait, les Incoterms, donc, on a bien dit, il y a une nouvelle version depuis relativement peu de temps, depuis 2020. Et c'est des règles qui sont pourtant des règles de base qui régissent l'ensemble des contrats, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Comme cela a été dit dans notre introduction, ça a été très très bien expliqué dans notre introduction. Ce sont des règles de base qui définissent clairement le contrat entre le vendeur et l'acheteur. Des règles de base qui vont déterminer la répartition exacte des coûts, la répartition exacte des risques et les obligations de chacune des deux parties. Et alors, ce qui est dommage, c'est qu'on s'aperçoit très clairement que ce sont des règles de base qui sont méconnues, parfois même un petit peu négligées, je dirais même négligées. Et moi, j'ai l'habitude de reprendre pour l'instant dans mes formations une étude qui a été faite notamment fin d'année 2019 par Classe Export, en l'occurrence, et qui montre très clairement qu'en France, toute entreprise confondue, que l'on parle de la grande multinationale ou que l'on parle d'une petite TPE dans le Jura ou dans la Creuse, ces règles sont complètement méconnues et les entreprises, on estime qu'à l'heure actuelle, les entreprises françaises perdent 5 à 6 points de marge. Je dis bien 5 à 6 points de marge par leur méconnaissance de certaines de ces règles, notamment les Incoterms, qui sont une règle prioritaire. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit préambule auquel je tiens tout particulièrement sur le Ex-Works qui, enfin, je pense qu'on ne saura trop le dire, ne devrait plus exister pratiquement, puisqu'il est même recommandé de ne pas l'utiliser dans les règles et usances, hein, c'est bien ça, mais sur Voilà. lequel il y a encore beaucoup de gens qui l'utilisent. Ah, tout à fait, voilà. Alors, LexWorks, c'est l'exemple type, je dirais même, l'exemple type en France même, puisque je crois qu'à l'heure actuelle encore, c'est 70% des entreprises françaises qui utilisent LexWorks. Alors, on peut comprendre pourquoi elles l'utilisent, tout simplement parce que LexWorks, c'est l'incoterme le plus facile pour le vendeur. On imagine une entreprise française qui vend aux États-Unis. LexWorks, ça veut simplement dire que le vendeur français, l'entreprise française, va poser sa marchandise devant chez lui et il ne s'occupe plus de rien. C'est l'acheteur qui prend à sa charge toute la gestion de la chaîne logistique avec la gestion des formalités export France, la gestion du transport, bien évidemment, et la gestion des formalités import dans son pays. Si c'est un Japonais, c'est au Japon. Si c'est aux États-Unis, c'est en Amérique. Alors, pour le français, pour l'entreprise française, et là, moi, j'ai eu de très, très nombreuses, tous les jours, j'ai des contacts avec des entreprises françaises qui nous disent, mais nous, LexWorks, c'est parfait pour nous. Non, LexWorks, c'est clairement est à bannir. Et pourquoi alors? L'ICC l'a clairement dit, tout simplement parce que le vendeur perd tout le contrôle de la chaîne logistique et en priorité, il perd le contrôle des formalités exportation françaises. Donc, il est incapable de pouvoir prouver
à l'État français que ces marchandises ont bien quitté le territoire. C'est-à-dire que quand la marchandise va partir, il va falloir faire des formalités d'export françaises qui prouveront que ces marchandises ont quitté le territoire français. Et comme le vendeur délègue, si on peut dire, cette tâche à l'acheteur, l'acheteur n'est pas tenu de lui amener la preuve que ces marchandises ont bien quitté le territoire. Et la seule preuve que l'administration des douanes reconnaît, c'est l'exemplaire 3 de l'EX de sortie de France. Donc là, le problème, il est simple, c'est qu'on se retrouve régulièrement en face d'entreprises qui nous disent « Mais moi, j'ai vendu ma marchandise, voilà ma facture, il n'y a aucun problème. » Oui, mais le problème, c'est que l'administration française ne reconnaît pas comme document officiel la facture. L'administration française, elle ne reconnaît comme document officiel de sortie du territoire uniquement la déclaration douanière qui est faite. Et que la plupart du temps, on ne l'a pas si on est en et la plupart du temps, si le vendeur n'a pas prévu cette opportunité, cette éventualité, s'il n'a pas pris les mesures nécessaires auprès de l'acheteur pour récupérer ce document, il est dans l'incapacité totale de pouvoir fournir ce document. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. L'administration va lui dire qu'il n'est pas en mesure de prouver que la marchandise a bien quitté le territoire. Donc, l'administration va considérer que la marchandise est restée sur le territoire et qu'elle est redevable de la TVA. Et là, l'entreprise devra payer la TVA. Et là, oui, ça peut coûter très cher. Alors là, ça peut coûter très cher, d'autant plus qu'il ne faut pas perdre de vue que l'administration n'en restera pas à cette opération one-shot. Elle reprendra les différents documents et elle peut aller jusqu'à 3 ans d'arriéré et redemander la TVA sur 3 ans d'arriéré avec un contentieux fiscal. Et là, l'opération peut être très, très, très lourde pour les entreprises qui n'ont pas prévu ce genre de problème. Ok, tiens, j'ai une question sur le Xworks. Mon transporteur a refusé de me produire une déclaration d'exportation disant que comme il livrait en Pologne et que mon client final était en Ukraine, il ne devait pas le faire. J'ai dû renoncer à cette vente. Mais non. Là, c'est toujours pareil. Mon transporteur, là, on est sur un Xworks. Si on est bien sur un Xworks, c'est-à-dire que le vendeur ne maîtrise plus la chaîne du transport, puisque c'est l'acheteur qui a délégué généralement le transport. Donc, le vendeur ne peut pas déjà dire mon transporteur, puisque ce n'est pas lui qui va le payer, le transport. Alors, est-ce qu'il peut avoir le contact avec ce transporteur qui a été mandaté par son acheteur? C'est une possibilité. Mais ensuite, le transporteur en question ou l'acheteur doit pouvoir toujours remettre cette déclaration de sortie, cette déclaration de douane, de sortie du territoire français au vendeur. Là, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors, Alain, lui, de son côté, dit Xworks, on n'a pas le choix lorsqu'on utilise les transports par expressiste. Si. Alors là, c'est une discussion qui est toujours à l'ordre du jour et qui le sera certainement. C'est sûr que quand vous travaillez avec un expressiste, vous arrivez, c'est ce qu'on appelle des sociétés, c'est des intégrateurs, et c'est des sociétés qui vont vous faire une sorte de package, si je puis dire, et qui vont vous dire, ben voilà, nous on travaille, on vous propose l'Xworks ou tout ça. Non, ça a été très très bien dit en introduction. L'Incoterm est une règle qui va définir les obligations, les coûts, les risques entre l'acheteur et le vendeur. Ce sont toujours ces deux personnes qui sont à la base du contrat et c'est ces deux personnes qui vont se mettre d'accord sur les conditions du contrat et de l'Incoterm. Le transporteur ou l'expressiste, en l'occurrence, non. Il ne fait que exécuter, quoi. Il ne fait que exécuter ce que veulent les deux personnes. Exactement. Donc, tu penses qu'on peut demander effectivement aux expressistes d'avoir des Incoterms spécifiques. Et donc, normalement, il n'y a pas de... Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas de Xworks, on le remplace par quoi? Alors, le Xworks, si on n'a pas de Xworks, je dirais qu'il faut toujours pouvoir avoir la maîtrise d'une partie de la chaîne logistique, en l'occurrence, et surtout de ces formalités de douane-exportation, pour toujours bien être en mesure de prouver que votre marchandise a bien quitté le territoire français. Donc là, il y a plusieurs solutions. Les premières solutions qui me viennent à l'esprit, c'est le DAP ou alors le FCA, où là, vous allez vraiment avoir, en tant que vendeur,
la maîtrise de ces formalités douanières export et vous serez toujours dans la capacité de prouver à l'administration française que vos marchandises ont bien quitté le territoire et que vous avez bien fait les formalités d'exportation France. Alors là, on voit à l'écran un extrait du guide d'ailleurs, du guide que vous allez bien sûr tous télécharger sur le Cadameo. Et alors, donc, on voit effectivement, il y a les incoterms en F, en C et en D. Donc, on va, j'allais dire, de la plus petite maîtrise à la plus grande maîtrise. Exactement. Donc FCA, ce qui est intéressant dans le FCA, c'est que en fait, ça peut parfaitement remplacer, j'allais dire, le Hexworks. Il suffit de l'indiquer, n'est-ce pas, pour que en fait on puisse maîtriser ses douanes, quoi, finalement. Exactement, exactement. Hein, donc, Tout ce à qui veut, fait. ce qui veut dire que dans le FCA, qui honnêtement est hyper standard, hein, enfin, on devrait tous enlever le Hexworks et le mettre le FCA à la place. Donc simplement, quelles sont mes obligations à moi en tant que vendeur? Les obligations en tant que vendeur, c'est-à-dire que la marchandise est livrée, elle est mise à disposition dans les locaux du commissionnaire de l'acheteur non déchargé. Bon, Hmm. il y a la partie transport où il y a la mise à disposition des produits dans les locaux, mais il y a aussi cette partie douanière qui est hyper importante où là, on a juste pour obligation, si je puis dire, de pouvoir gérer nous-mêmes en tant que vendeur les obligations douanières. C'est des obligations douanières qu'on va gérer en personnel, en personne, si on a la maîtrise de sa douane, si on a un service douanier, ou alors on va passer par un RDE, un représentant douane enregistré, qui est le nouveau terme pour désigner un transitaire. On va aller voir ce RDE et on va lui expliquer qu'on est en train de vendre une marchandise à l'international, au Japon, aux États-Unis, et qu'il faut faire la douane et qu'on est parti sur un incoterm FCA. Et c'est cette personne, c'est cette société, en l'occurrence Militzer et Munch et RDE, donc c'est mon travail de tous les jours avec mon équipe, c'est cette société qui va faire les formalités douanières pour le vendeur et qui Ok. sera toujours en mesure de fournir les documents nécessaires, à savoir ce fameux duplicat de la déclaration douanière française qui prouve bien que la marchandise a quitté le territoire français. Non seulement le RDE doit vous le donner, il doit le donner, mais en même temps, il a une obligation d'archivage. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ne pas avoir ce document, vous pouvez très bien l'avoir perdu, parce que c'est des choses qui arrivent, mais vous aurez toujours le recours de pouvoir revenir vers votre RDE et lui expliquer que l'année dernière, en 2020, vous avez fait une opération d'exportation avec ce dernier et qu'il est impératif qu'il vous refournisse le document en question parce que vous avez un contrôle fiscal ou un contrôle douanier. Ok. Si on continue, donc, moi je te propose qu'on passe au CPT ou au CIP. Donc là, si on a un incoterm comme le CIP, on a une maîtrise un peu plus grande, hein, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Alors, le CIP, il y a une maîtrise un peu plus grande. Douanièrement parlant, on reste toujours sur le même schéma, quoi. On va dire qu'il y a une maîtrise un peu plus grande au niveau de la chaîne logistique, au niveau des transports et des obligations qui sont faites pour déposer la marchandise à tel ou tel endroit, voir un petit peu ce qui se fait. Mais on reste toujours sur le même schéma, quoi. D'une manière ou d'une autre, on avance, si je puis dire, un petit peu dans la perspective, on avance dans le détail et on va maîtriser un point ou un point supplémentaire concernant le transport, point supplémentaire concernant le dépôt de la marchandise, la mise à disposition de la marchandise, voir également les différents risques ou les obligations qui sont liées à chacun. Mais on reste toujours sur le même schéma. En CPT, on a toujours une maîtrise des documentations douanière export, et puis on avance un peu sur des contraintes plus liées au transport. D'accord. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est le modal? C'est C'est le un qui modal. va. D'accord. Oui, c'est le modal. Ok. Question que j'avais zappé, excusez-moi, Tavani. Combien de temps un RDE doit-il garder les DAU? Alors, c'est la grosse question. Si je peux dire, c'est la grosse question, tout simplement parce que la législation douanière a pas mal évolué avec le CDU depuis 2016. Avant 2016, on avait une obligation de délai d'archivage qui était de 5 ans.
Cette obligation de délai d'archivage, elle est tombée à 3 ans. Mais il faut faire attention, puisqu'on a encore eu dernièrement avec la société Militzer Munch, on a eu une discussion avec la douane. Les documentations douanières, le document douanier type, l'exportation, la déclaration douanière, a une obligation de délai d'archivage de 3 ans, mais il faut voir que d'autres documents, comme par exemple des documents liés au transport, la CMR, ou des documents liés à la marchandise, tels que le bon de livraison, n'ont pas les mêmes délais d'archivage. C'est-à-dire qu'une CMR, il va falloir la garder peut-être 10 ans. Alors, c'est un petit peu ambigu, tout simplement parce qu'en cas de contrôle douanier, vous pouvez très bien avoir un contrôle où vous allez présenter votre document douanier que vous pouvez archiver sur une période de 3 ans plus l'année en cours. Mais la douane peut très bien vous demander, mais j'aimerais voir également la CMR, j'aimerais voir également tel document, tel que la packing list. Et c'est des documents qui ont des délais d'archivage différents. Et là, il faut bien reconnaître qu'il y a un petit peu un flou, si je puis dire, au niveau de l'administration. Donc, chez Militzer Munch, c'est un exemple, par exemple, on a pris le prétexte, en accord avec la douane, d'archiver l'ensemble de nos dossiers sur 5 ans. Comme ça, on peut garder ces documents annexes, si je puis dire. On est bien toujours dans le délai imposé par la douane de 3 ans, mais on garde également les autres documents annexes qui peuvent être éventuellement demandés. D'accord. Question d'Alexandra qui a posé 2 questions. Je vous poserai la première question après d'Alexandra. La deuxième est me dire le RDE demande que la marchandise, enfin son RDE, donc demande que la marchandise soit dans une zone douanière chez eux. Donc doit être sous douane chez eux. Donc coût de transport supplémentaire. Est-ce normal? Non, le RDE n'a aucune. Alors bon, je ne sais pas, il faudrait revoir exactement le contexte total, mais à l'origine, le RDE ne pose aucune contrainte. Il n'a pas à dire à son client, on va vous faire la douane, mais en contrepartie, j'exige que cette marchandise soit mise sous douane ou soit mise dans une zone. Non. Mais bon, il faut voir le contexte. Je ne sais pas quelle est la marchandise. Est-ce que c'est une marchandise? Quelle est l'origine? Tout ça. Mais à l'origine, le RDE Alexandra, vous n'a pourrez aucune vous contrainte entretenir. imposée. Alexandra, vous pourrez vous entretenir avec Jean-Michel sur votre cas particulier. Je vous propose qu'on aille jusqu'au DAP ou DPU, alors qui sont des nouvelles applications, des nouvelles indications avec des acronymes qui n'existaient pas auparavant. 2 mots sur DAP ou DPU. On peut déjà parler du DPU. Disons que le DPU, c'est un nouvel incoterm qui remplace le DAT. DAT, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire Delivered at Terminal. C'est-à-dire que Delivered at Terminal, vous aviez l'obligation de donner le lieu de destination de la marchandise. Ça, c'est parfois important, il faut bien faire attention à ça. Et là maintenant, le DAT, donc Delivered at Terminal, que l'on devait nommer, a été changé, a été modifié et il est devenu le DPU, Delivered at Place Unloaded. C'est exactement les mêmes contraintes, si ce n'est que le lieu de destination n'est plus obligatoirement un terminal. C'est tout. Mais on garde la même contrainte. Le vendeur assume tous les risques liés au transport des marchandises et à leur déchargement au lieu de destination. Mais il n'y a plus cette contrainte d'avoir un dépôt de marchandises sur un terminal. Donc là, on oublie. C'est vraiment des contraintes, c'est vraiment des modifications qui sont liées au transport, aux obligations de dépôt à tel ou tel endroit. Donc là, c'est un petit peu différent. Mais il n'y a pratiquement aucun changement notoire entre ces deux incoterms. Et dans le DPU, qui fait la douane à destination? Alors, dans le DPU, à destination, c'est toujours l'acheteur qui le fait. D'accord. Donc, on a pour faire la douane, pour avoir, je reviens également, on a parlé de Xworks, je reviens au niveau du DDP, par exemple, Delivered Duty Paid. C'est sur cet incoterm que le vendeur prendra toute la responsabilité de la chaîne logistique et des formalités douanières à l'export et des formalités douanières à l'import. Et là, ça devient quand même délicat aussi parce que
je prends l'exemple du Brexit très, très rapidement. On a eu des cas où on a des entreprises françaises qui sont venues nous voir dans l'hiver pour nous dire, bon, je vais travailler avec une grande entreprise anglaise et on m'a demandé, on m'a imposé, c'est pour ça. L'Incoterm est particulier parce que ce sont des règles, comme on l'a dit. Donc, il n'y a rien de vraiment défini. Donc, je n'aime déjà pas trop quand quelqu'un me dit on m'a imposé. Non, logiquement, c'est une négociation. Mais on peut bien comprendre que quand on a une petite entreprise avec un grand groupe anglais, on peut comprendre que le grand groupe anglais, ben oui, impose un peu ses conditions. Et là, l'entreprise nous a dit on nous a imposé un DDP. Ça voulait dire très clairement que c'était aux vendeurs français de pouvoir assurer les formalités de douane export France, tout le transport jusqu'au lieu de livraison, c'est-à-dire dans l'entreprise anglaise, et c'était également à l'entreprise française d'assurer le dédouanement en Angleterre. Cela voulait dire que l'entreprise devait prendre un RDE qui puisse très bien assurer l'export français et l'import anglais, ce qui n'était pas évident du tout cet hiver avec toute la mise en place du Brexit. Et on s'est retrouvé avec des entreprises françaises qui ont été obligées de passer par un RDE français pour faire les formalités export France et un RDE anglais pour faire les formalités import anglaises. Et là, c'est quand même difficile. Ok. Bon, donc en fait, on a un DPU qui est un Incoterm tout-terrain, quoi, finalement, Tout à fait. qui, pour un Incoterm donc, à l'arrivée, si on peut dire, Ouais. est un Incoterm plutôt à recommander par rapport à d'autres, et en tout cas, qui permet d'avoir une parfaite maîtrise de son opération de bout en bout. Bon, on n'a pas parlé d'assurance là sur le DPU, mais donc on a bien l'assurance jusqu'à destination, hein, c'est bien ça. Oui. Hein, n'oublions pas que les obligations d'assurance dans les Incoterms sont des points extrêmement importants, hein, puisque c'est des points qui souvent peuvent créer des problématiques. Alors, Alors, c'est clair. Oui, oui, là, je reviens juste. C'est vrai que nous, en tant que RDE, on insiste toujours sur la partie douanière, la partie fiscale, quoi. C'est vrai que les assurances restent importantes. Un point également qui est à noter, c'est que l'Incoterm ne définit pas la propriété. C'est-à-dire que vous avez un ah Incoterm, que oui, ce soit ou très n'importe important. quoi. Ça, c'est important, je pense, de le dire. Vous avez souvent, des fois, beaucoup d'entreprises qui vont travailler avec n'importe quel Incoterm et qui, à partir de cet Incoterm, vont dire, bon, ben voilà, la marchandise désormais m'appartient. Un exemple, en Xworks ou en DD. Non, non, non. L'Incoterm, je crois que c'est important de bien l'avoir à l'esprit, l'Incoterm ne N'a définit pas la rien à voir. propriété de la marchandise. Ça n'a Rien rien, à voir avec le transfert de propriété. Et, absolument rien à voir. Non. bon. Donc ça, c'est un point hyper important. Tu as bien raison d'en parler, Ouais. Michel, parce que souvent les gens confondent et après ça crée que des problèmes. Oui, mais je suis en DAP, oui, mais ça ne veut rien dire. Le transfert de Non, non, propriété, il était défini par le contrat et pas par l'Incoterm. Et, exactement. et donc, d'où la nécessité d'avoir des contrats pour ceux qui n'en ont pas. Ok, il y avait une question d'Alexandra que je n'avais pas posée parce que je la gardais pour la fin. Non, il y a même deux questions. Donc, en gros, comment on fait pour travailler avec des transitaires, transporteurs qui ne respectent pas les Incoterms et qui n'ont pas mis à jour leurs Incoterms? Ah ben, là, il y a, il y a pas de question. La question ne se pose même pas. Le transporteur et le RDE, ex-transitaire, doit respecter l'Incoterm. On n'a rien à dire sur l'Incoterm. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, comme cela a été dit en introduction, l'Incoterm, c'est vraiment une règle qui est définie entre l'acheteur et le vendeur. Nous, on est juste des partenaires, si je puis dire, et on n'a rien à dire. On doit respecter l'Incoterm au niveau des formalités, au niveau des procédures que l'on met en Ouais, place. ouais, 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 mais enfin ça, Michel, tu sais comme moi que d'abord, il y a un certain nombre de clients étrangers qui sont pas du tout au courant Tout, des Incoterms en tant que tels. Donc c'est on vrai. arrive avec notre joli DPU en disant bah voilà, bonjour, j'arrive. Et en fait, ils savent pas du tout ce que c'est. Et alors, surtout que aux USA, ils sont pas sur les mêmes Incoterms non plus. Alors, c'est vrai. Mais je pense que là, il faut vraiment repartir déjà à la base, quoi. Je pense que c'est déjà très important que les deux parties s'entendent correctement et se comprennent parfaitement, en insistant bien sur le fait que
comme on l'a dit, ce sont des règles et qu'il n'y a rien vraiment défini. Par exemple, si vous travaillez avec la Suisse qui est un pays très très proche de nous, il n'y a pas besoin d'aller au Japon, il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis. Si vous travaillez en DDP, généralement les Suisses considèrent le DDP, Delivered Duty Paid, comme uniquement le paiement des droits de douane à l'import en Suisse. Alors que beaucoup de Français vont dire Delivered Duty Paid, ça veut dire que on doit tout gérer en matière de formalité douanière, aussi bien le paiement des droits de douane que le paiement de la TVA. Alors que c'est ça qu'il faut bien définir déjà entre les deux parties. Si on travaille en DDP, est-ce qu'on payera que les droits ou est-ce qu'on payera les droits et la TVA? Et après, une fois que les deux parties, acheteurs et vendeurs, se sont bien mis d'accord, il faut pouvoir travailler avec des transitaires, des RDE et des transporteurs qui acceptent, qui comprennent parfaitement et qui sont à jour au niveau de la réglementation Incoterm. Donc ça, il faut demander, il faut solliciter les entreprises tous les jours. On a des appels téléphoniques avec des entreprises qui nous disent, bon, nous allons travailler avec les États-Unis, on va travailler à l'export, on va travailler à l'import, tel Incoterm a été choisi. Est-ce que vous êtes bien d'accord avec cet Incoterm? Est-ce qu'on est clair sur le sujet? OK, c'est un point important. Ce qui me fait penser à une autre chose, c'est que enfin, c'est qu'on peut préciser l'incoterm et je dirais même, il faut préciser l'incoterm. Parce qu'effectivement, derrière un incoterm, on peut remettre en clair ce qu'on pense, exactement ce qui va se faire. Comme ça évite souvent, d'avoir des problématiques et la deuxième chose, c'est qu'il faut un lieu, n'est-ce pas Jean-Michel? Exactement, exactement. Il faut toujours bien préciser l'incoterm, il faut donner plus de précision. Et c'est vrai que dans la majorité des cas, il faut pouvoir donner un lieu. Il faut pouvoir donner un lieu Précis. d'incoterm, puis un lieu précis. Comme ça, c'est plus on va être précis dans la dénomination, plus on va être précis dans l'explication, le contrat n'en sera que meilleur. Ouais, j'achète, DPU, Marseille, ou chez moi, mais chez Voilà. moi avec l'adresse, chez moi, Ça quoi, n'a hein. rien à voir, ça n'a rien à voir. Imaginez par exemple quelqu'un qui fait du FOP Shanghai. Bon, on va parler là, c'est Shanghai, c'est la Chine. Bon, Shanghai, c'est immense, hein. Vous avez des fois on voit très clairement des incoterms FOP Shanghai avec le numéro de terminal, avec tout, quoi, parce que bon, Shanghai, c'est quand même conséquent. Donc, il faut vraiment être précis, il faut pouvoir donner le maximum de précision pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté quand la marchandise est sur le départ, quoi. Super. Bon, j'espère qu'on a répondu à, toutes les questions. Si jamais on n'a pas répondu à toutes les questions, n'hésitez pas à en reposer. On se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, donc on a un peu brossé le tableau, là, de la base, en fait, de ce qu'il faut respecter, en matière d'incoterms. Mais les choses se compliquent parce que, en fait, les réglementations diverses et variées font que aujourd'hui, ce n'est pas que les incoterms qu'on doit respecter, c'est aussi toutes sortes de règles qui sont édictées, parce que c'est vrai que on a l'impression qu'on s'est beaucoup battu dans les accords internationaux sur les droits de douane, mais en fait, il y a de moins en moins de droits de douane. Et en fait, c'est tout ce qu'il y a à côté qui est important, parce qu'en fait, c'est tout ce qui est à côté qui va aujourd'hui obliger une entreprise à respecter des règles qu'elle ne connaissait pas jusqu'à maintenant et qu'elle n'avait pas à le faire. N'est-ce pas, Luciana? Bonjour, Luciana. Bonjour. Alors, Luciana, vous êtes de Cotecna. Petite redéfinition de Cotecna pour ceux qui ne Oui, connaissent pas. oui, rapidement. Donc, Cotecna, nous sommes un groupe suisse qui est spécialisé en certification et inspection avant embarquement. Donc, dans ce cadre-là, on intervient. Alors, je suis ravie que toutes ces questions d'Incoterm aient été abordées parce que c'est des questions qui nous sont posées à nous qui ne sommes pas forcément experts du sujet. Donc, c'est super. Moi, j'ai beaucoup appris, hein, je dois reconnaître, les 30 minutes qui viennent de passer. Donc, si vous voulez, le rôle de Cotecna aujourd'hui et d'autres entreprises consoeurs que certains connaissent déjà, je peux les citer, le Bureau Veritas, la SGS, etc., qui sont, voilà, des entreprises aussi qui sont spécialistes dans ce milieu-là. La problématique qui se pose aujourd'hui quand on exporte, c'est qu'effectivement, il y a les incoterms, il y a tout le transport, il y a tout un tas de problématiques qu'on doit gérer en tant qu'exportateur. Et puis, il y a aussi des problématiques qui sont locales dans le pays de destination.
desquelles on n'est pas forcément informé. Ça peut être une réglementation en place, ça peut être des normes à respecter, ça peut être des marquages à respecter, tout un tas de choses que nous, en France, quand on est exportateur, qu'on a 10 pays vers lesquels on exporte, c'est difficile de maîtriser la réglementation applicable dans chaque pays pour des produits donnés. En règle générale, pour partir très globalement, lorsque dans un pays, et c'est le cas beaucoup en Afrique francophone, lorsqu'une réglementation est imposée aux entreprises locales, il est, on va dire, commun que cette même exigence soit imposée aux marchandises importées. En Côte d'Ivoire notamment, il y a eu un décret qui a imposé tout un tas d'exigences aux fabricants ivoiriens de marchandises réglementées, que les marquages soient en français, qu'il y ait un certain nombre de critères de qualité respectés, des marchandises dites sensibles sur lesquelles il faut s'attarder. Et ben, ces réglementations-là sont imposées aussi aux importations. Donc du coup, aux exportateurs français. Alors, comment on sait ça à la base, Etienne? C'est-à-dire que, Ouais, c'est compliqué. eh Alors, oui, alors comment moi j'arrive, on me fait une cotation Côte d'Ivoire, et alors comment je le sais là qu'il faut respecter Alors, deux, trois choses? soit vous avez un super client en Côte d'Ivoire qui va vous dire attention, attention, je vous commande des marchandises, mais elles sont réglementées, il faut répondre à telle et telle exigence. C'est souvent le cas. Localement, nous, on essaye de faire beaucoup, beaucoup de sensibilisation aux importateurs aussi, pour qu'ils puissent informer leurs fournisseurs. Sinon, pour s'assurer, pour être sûr, il y a plein de moyens. Il y a les chambres de commerce qui, en général, dans les services d'affaires réglementaires, services export, peuvent vous guider. Et puis, il y a les sociétés donc comme nous qui pouvons accompagner. En tout cas, vous pouvez nous appeler en disant voilà, je viens de signer un contrat avec la Côte d'Ivoire, le Gabon, etc. Voici les codes douaniers que je souhaite exporter. Est-ce qu'ils sont soumis à une réglementation? Si oui, laquelle? Et est-ce que je dois m'y préparer? Comment je dois m'y préparer? Combien de temps avant je dois m'y préparer? Il faut savoir que donc, ces programmes de vérification de conformité, on les appelle les VOC pour ceux qui connaîtraient, donc sont imposés par les autorités dans le pays de destination. Ça peut être le ministère du Commerce, de l'Industrie, les douanes, les organismes de normalisation, qui, on va dire, sous-traitent le contrôle avant embarquement pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont pas les capacités localement de faire tous ces contrôles à l'arrivée. Ça sous-entendrait un engorgement monstrueux des ports s'il fallait tester, inspecter, ouvrir tous les cartons, etc. à l'arrivée. Sachant qu'il y a aussi des exigences un peu techniques où il faut fournir des rapports de tests et que localement, il n'y a pas toujours des laboratoires qui sont en mesure de faire ces vérifications-là. Donc, Alors, en gros, oui, prenons des exemples pour qu'on comprenne bien, si vous voulez bien, Lucien, avec plaisir. des exemples concrets sur un ou deux pays sur lesquels il y a des contrôles, ou il y a des contrôles avant embarquement ou des conformités qui sont mis en place. Voilà. Alors, de manière générale, à l'époque, il y a eu beaucoup de contrôles dits fiscaux, où il y avait un contrôle effectivement de la marchandise pour des raisons de prélèvement de droits de douane corrects. Ces vérifications-là n'existent quasiment plus. Il y a 2 ou 3 pays encore en Afrique qui l'ont mis en place, mais ça va s'arrêter dans le fil du temps. Là, c'est de la vérification de conformité aux normes, le VOC pour ceux qui connaissent. Je vous donne un exemple. Je suis fabricant français de sacs à main. Je souhaite exporter mes produits en Égypte. Qui, pour plein de raisons, a mis en place beaucoup de contrôles et de réglementations sur les produits textiles, parce que je pense qu'il y a une industrie à préserver localement aussi, et à protéger de la concurrence déloyale, etc., et puis des produits contrefaits. Donc, je signe mon contrat avec mon distributeur égyptien. Il me dit où on va dire, je prends contact avec soit une CCI, soit avec la Cotecna ou des confrères, la SGS, Veritas, Intertech, en disant voilà, j'exporte vers l'Égypte des sacs à main, est-ce qu'il y a une réglementation en place? Nous, notre travail, ça va être de recevoir les codes douaniers du produit, la proforma, on va dire, et de dire oui, sur tous les postes qui sont sur votre facture, il y a des exigences de conformité à vérifier. Dans ce cas, nous, l'idée, c'est de discuter avec le fabricant ou avec l'exportateur pour qu'il nous fournisse le maximum d'informations sur le produit pour qu'on puisse, à la fin, émettre un certificat, ce qu'on appelle un certificat de conformité. C'est ce fameux document, certificat de conformité, qui est exigé lors du dédouanement de la marchandise, à l'arrivée. Donc, l'exportateur nous envoie, enfin vous, Français, vous nous envoyez votre proforma, on vous dit oui, il y a une réglementation, c'est la norme ABC, c'est le marquage DEF. Nous, on a plein de moyens de vérifier que c'est conforme à l'exigence égyptienne.
des rapports de test, des fiches techniques, une inspection physique, la réception des étiquettes pour valider que tout va bien, des essais aussi en laboratoire si jamais il y a un ingrédient interdit, etc. Une fois qu'on a fait toute cette vérification sur le produit, on émet un certificat de conformité qui fait mention de la facture finale, des marchandises, du client. Enfin, vraiment, c'est un document de dédouanement. Comme le reste, il va être demandé au moment du dédouanement à l'arrivée. Et donc, avec ce document, vous pouvez faire, les marchandises peuvent rentrer sur le territoire. C'est le cas en Égypte, mais ce sera le cas en Côte d'Ivoire, ce sera le cas au Gabon, c'est le cas au Maroc depuis quelques temps. Il y a de plus en plus de pays qui mettent en place ces contrôles. Donc, ce qu'il faut, n'hésitez pas à vous renseigner d'abord s'il y a une exigence dans ces pays-là. Moi, j'ai une petite liste que je peux vous donner, mais elle est très, je peux la partager si vous voulez, mais elle est très mouvante, si vous voulez. Ça va, ça vient. Donc, ma liste de pays dans lesquels ce type de programme est en place variera sûrement dans les semaines, mois à venir. Donc, il ne faut pas la prendre pour argent comptant, mais ou alors, voilà, contactez-moi quand vous avez une question, même si c'est un pays, parce qu'il faut savoir que les autorités accréditent différentes sociétés à chaque fois pour faire ce type de contrôle. Oui, C'est alors peut-être vous vous occupez de l'Afrique, hein, c'est bien ça? Afrique et Moyen-Orient, Afrique, Moyen-Orient, ça c'est mais pour pas, Cotecna. Après, il y en voilà, a d'autres qui vont faire d'autres pays. En fait, il faut exactement. vérifier pratiquement dans tous les pays du monde, pas pratiquement, mais Presque. En tout cas, en Afrique et au Moyen-Orient, il faut regarder. De manière générale, il faut vraiment regarder, se renseigner avant. Moi, n'hésitez pas à me contacter, même si c'est un pays sur lequel Cotecna n'intervient pas. Moi, j'ai aucun problème à vous diriger vers le confrère en question qui pourrait vous aider à obtenir la réglementation applicable et le certificat de conformité pour des douanes. la petite liste, si vous pouviez la partager dans votre document, dans votre espace exposant, Oui, ça serait top. Hein, comme ça, les super, gens pourraient la plaisir. regarder. Je pense que ça répond à la question d'Alain. Quels sont les pays? Comme ça nous permettra de voir ou de vous poser des questions. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir son numéro de codification douanier. Oui, Alors, attention, c'est qu'il y a des fois où c'est pas exactement le même entre l'Europe et le pays d'arrivée parce qu'il y a des numéros en moins ou X raisons. oui, en général, on est dans du code douanier. Enfin, les autorités mettent en place. De toute façon, le code douanier, pour qu'on parle tous à peu près le même langage et qu'on se comprenne, c'est à peu près le seul critère commun, on va dire. Normalement, ils sont harmonisés. Voilà, normalement, c'est harmonisé. Donc, on prend les 6 premiers chiffres du code douanier qui, en général, globalement, fonctionne dans tous les pays. S'il y a une difficulté, après, nous, on se met en contact avec les autorités pour vérifier. Mais la première chose, c'est avoir le code douanier correct, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs pour certains exportateurs, je tiens à le dire, donc que je dirige vers les douanes, leurs transitaires pour un coup de main, enfin, voilà, en leur disant d'aller. Merci, Luciana. Merci de le dire, Luciana. Non, mais c'est vrai, c'est pas d'une évidence absolue pour tout le monde. Alors que Le nombre de gens qui n'ont pas fait une recherche de tarification contraignante et qui ne savent pas quel est leur véritable code douanier. Seigneur Dieu. Alors, j'ai rien contre toi, Michel, mais c'est vrai qu'il y a des fois où il y a des transitaires qui auto-attribuent des codes douaniers à des marchandises et sur lequel on arrive à des aberrations plus complètes. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'a pas fait l'effort de savoir quel était son code douanier véritablement de son produit. Hein, n'est-ce pas? Ouais, t'entends pas, Jean-Michel? Là, j'interviens juste. Il faut bien que l'entreprise prenne garde à cette problématique. C'est à elle de fournir le code douanier. C'est elle qui a la responsabilité de fournir le code douanier. Le RDE, lui, là-dedans, n'a aucune responsabilité. Alors, c'est sûr que le RDE peut vous aider. Le RDE, il peut amener sa science, sa connaissance. Mais imaginez une entreprise qui travaille un produit très, très technique. Si cette société n'a pas la connaissance elle-même de son code douanier, de sa nomenclature douanière, je mets au défi n'importe quel RDE de pouvoir sortir C'est sûr. la nomenclature douanière. Alors, c'est vrai que certains RDE vont dire, attendez, on va faire une recherche, on va regarder, on va vous aider. Mais il y a énormément de chances pour qu'il y ait une erreur et que le RDE se trompe. On n'est pas des spécialistes en plasturgie, on n'est pas des spécialistes en chimie. Non, ce n'est pas notre travail. Donc, c'est une information qu'au préalable, on doit avoir systématiquement de la part de nos clients et des entreprises. C'est très, très important parce que l'optimisation du code douanier est un vrai travail et peut changer de tout au tout les taxes à l'importation. Donc, C'est il y a clair.
Et, enfin, il y a un travail d'optimisation, quoi, tout simplement de le faire, à faire avant, s'il vous plaît, déposer une recherche de tarification contraignante, parce qu'effectivement, la manière quand on dépose et la manière, j'espère que les douanes ne nous entendent pas, hein, il n'y a pas de douanier dans la salle, la manière, la manière dont on va fournir les informations va forcément influer sur l'attribution du code, et parfois ça peut avoir des conséquences en millions d'euros. J'ai vu une entreprise dans le médical récemment, je peux vous dire qu'ils doivent trembler parce que là, ils n'avaient pas fait ça et la douane peut remonter sur 5 ans, ou c'est ça, et voilà, c'est terrible. Ouais, je pense que ça complique aussi, je me permets une petite Oui, bien sûr. précision. En fonction des pays, les codes douaniers soumis à cette réglementation divergent. Donc, c'est pas parce que votre produit est soumis à la vérification de conformité pour le Gabon qu'il le sera pour la Côte d'Ivoire, par exemple. Je prends l'alimentaire notamment. Au Gabon, c'est pas réglementé. En Côte d'Ivoire, ça l'est. Donc, si vous vous trompez de code douanier, votre produit il va peut-être tomber sous le coup. Enfin, son code va tomber sous le coup d'une vérification, alors que peut-être il ne la méritait pas. Et inversement, vous allez vous tromper de code, vous allez dire c'est bon, je peux passer sans rien. Et à l'arrivée, au moment du dédouanement, les douanes peuvent dire mais attendez, ce produit est réglementé. Il faut tout vérifier une fois que c'est arrivé. Donc, il faut savoir que quand on ne présente pas de certificat à l'arrivée, en fonction des pays aussi, ça peut diverger, mais on a des risques de destruction des marchandises, d'amende, de retour au pays d'origine. Donc, c'est vraiment une exigence à laquelle il faut se préparer parce que c'est au-delà du fait d'être embêté une fois arrivé, ça peut être vraiment très, très, très embêtant. Donc, Ouais, et puis, il y n'hésitez en a pas. d'autres sur l'Afrique, il y a des choses qui ne se solutionnent pas. Non, parfois c'est détruit et c'est très dommage pour parfois un manque de connaissances, en fait, tout simplement des exportateurs. C'est même pas par, par malveillance du tout. C'est juste qu'ils ont exporté sans savoir. Alors, question, alors, je ne sais plus qui a posé, Frédéric, qui dit traditionnellement, qui paye les coûts d'inspection? Alors, à l'époque où c'était des programmes dits fiscaux, c'était toujours l'importateur au moment où il ouvrait sa licence d'importation, il payait les frais d'inspection, si nécessaire, dans le pays d'origine. Pour les programmes de vérification de conformité, c'est l'exportateur. Alors pourquoi? Les autorités ont considéré dans tous les pays où ce système est en place qu'à partir du moment où on vend une marchandise, c'est à celui qui vend de prouver qu'elle est conforme. C'est pas à celui qui achète de prouver qu'elle est de bonne qualité ou sans danger pour le consommateur. Donc c'est l'exportateur qui paye. Dans les faits, il y a un partage bienveillant souvent, on le voit. D'accord. Ok. Donc après, c'est une négociation, quoi, finalement. Voilà, voilà, exactement. Parce Non, qu'après, enfin, effectivement, alors, non, mais ça, alors, ça. question à dissous. Les tarifs varient en fonction de la volumétrie, ou du coup, c'est proportionnel, en fait, à la volumétrie? En général, donc c'est à chaque il y a une facturation à chaque certification, chaque expédition, chaque certificat émis. De manière générale, c'est un pourcentage de la valeur FOB avec un plafond minimum et maximum. Plus l'expédition est conséquente en termes de valeur, plus les frais encourus sont élevés. Mais il y a un plafond quand même. Ok. Ok, bon, bah, je crois qu'on a on avait déjà répondu à la question, Oriane, pour les obligations de contrôle. Donc d'abord, Luciana va nous faire l'amitié de mettre la liste, comme ça vous pourrez le voir. Et deuxièmement, il n'y a pas d'obligation pour informer. Les seules obligations, c'est à vous, exportateurs, de vous renseigner avant départ qu'il n'y aura pas de problème. Grosso modo, si votre importateur ne vous a pas tenu au courant qu'il y a des formalités à respecter, je pense que c'est louche, personnellement. Mais Ouais. bon. Il y a souvent des choses, mais les chambres de commerce, franchement, mais même, enfin voilà, en général, elles sont de bons conseils. Et si elles ne savent pas, transfèrent vers des prestataires comme nous pour donner l'info. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Ça prend 2 minutes et ça peut vous éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes à D'accord. l'arrivée. Et simple petite question sur, notamment, je sais pas, en matière agroalimentaire, il faut prévoir un gros laps de temps pour arriver à avoir sa conformité, ou est-ce que ça peut être hyper rapide? C'est variable. C'est variable en fonction du pays. La Côte d'Ivoire va demander des fiches techniques et très peu de rapports de test. Parce que quand il faut faire une analyse, ça prend du temps. Il faut envoyer un échantillon dans un labo, le faire tester, recevoir les résultats d'analyse. Donc c'est assez variable. Je dirais que de manière générale, si on prend tous les pays et qu'on mixe tout ça et qu'on en sort quelque chose, je dirais 15 jours.
Vous rajoutez une semaine et demie, 15 jours à votre… Oui, quand même. Question de Alain. Alors, oui, pourquoi dans certains pays, on nous impose un contrôleur particulier? Eh ben, c'est que chaque pays, en fait, agrée des Alors oui, organismes. c'est particulier parce qu'au moment où il y avait des inspections dites fiscales, il y avait toujours un seul prestataire. Toujours, parce qu'on ne choisit Mmh. pas son contrôleur fiscal, hein. Quand ça parle de fisc, tout le monde… il y avait une société. Dans les programmes de vérification de conformité, vous aurez toujours le choix. Alors entre un, deux ou trois. Parfois Veritas et Intertech, parfois Cotecna, Veritas. Voilà, vous avez toujours le choix et on a l'impression, enfin les exportateurs ont l'impression que c'est leurs clients dans le pays de destination qui décident, alors que c'est eux. Vous avez absolument le choix, vous, en tant qu'exportateur, de choisir de faire appel à tel ou tel prestataire parce qu'il est plus proche de vous, parce que vous le connaissez, parce qu'il y a un bon rapport, parce que c'est vraiment à vous vous avez ce choix-là de choisir le prestataire qui vous convient. On ne peut pas vous l'imposer. À partir du moment où il est accrédité par les autorités, hein, j'entends. Voilà, s'il est accrédité. Donc, Ouais. s'il n'est pas accrédité, c'est mort. Ah non. OK. OK, donc Véronique, on a déjà répondu, effectivement, mais je le rappelle, ce n'est pas au client d'assumer le coût d'inspection. Bah, non, c'est plutôt au vendeur, d'assumer le coût d'inspection, parce que en fait, ça concerne la conformité de ses De produits. Voilà. Voilà, donc il faut qu'il puisse, lui, fournir les produits, fournir, ce qu'il faut à l'organisme en question pour le faire. Alors après, dans la pratique, comme disait Tiana il y a quelques minutes, par la négociation, il y a souvent partage, et ça dépend pas d'Incoterm, hein. L'Incoterm Non, n'a rien à voir avec ça. non, mais par contre, je rebondis sur l'Incoterm. Il faut savoir que la plupart des autorités en Afrique nous demandent donc de calculer nos frais de certification sur un pourcentage de la valeur FOB. Oui. Et parfois, c'est compliqué. Ils vendent Exworks. Je ne connais pas la valeur FOB, je ne l'ai pas. C'est des grandes discussions aussi qui s'enclenchent avec l'Exworks, qui nous posent problème à nous aussi. Donc, de toute façon, on ne parle plus d'Exworks, il n'y a plus d'Exworks. Voilà, c'est ça. Terminé. Voilà, plus d'Exworks. Terminé. Hop, Encore une raison de plus de on n'en l'oublier. parle plus. Et voilà. Et comme ça, vous êtes avertis, plus d'Exworks. Bon. Dominique, il était bien sage, Dominique, jusqu'à maintenant. Donc, Dominique, qui représente le port d'Anvers. Petit, peut-être préambule sur les Incoterms, parce que là, un port, là, on est au cœur de l'Incoterm, quoi. Ben, c'est là que ça se réalise en fait. C'est-à-dire que aussi longtemps que le transport se passe bien, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où vous avez un litige où il y a quelque chose qui se passe mal, c'est là qu'on va regarder exactement quel est l'incoterme et qui est aussi la notion, on va dire, la notion de donneur d'ordre. C'est-à-dire dans l'assurance notamment, si vous êtes assuré, vous, eh ben à ce moment-là, c'est votre assurance qui va nommer un expert, qui va voir la marchandise, qui va faire son expertise, qui revient vers vous et qui va vous dédommager. Si par contre, vous avez à l'import, par exemple, acheté SIF auprès d'un fournisseur en Asie, par exemple, vous dépendez complètement de l'assurance de votre fournisseur. Donc, c'est le fournisseur, c'est l'assurance qui va entrer en jeu, qui va nommer un agent sur place pour faire son inspection, faire son rapport, et à ce moment-là, vous serez peut-être dédommagé via l'assurance du fournisseur. Et ça c'est un exemple très concret quand on prend le navire. Vous avez entendu sur le Ever Given qui a été bloqué pendant de nombreuses semaines en Égypte. Le bateau s'est remis en route. Bon, il va arriver un jour ou l'autre à Rotterdam. Quid de l'assurance? Qui va payer tous ces frais? Et là, on n'est plus sur les risques, on n'est plus sur les transferts de risques, on n'est plus sur le transfert de propriété, on est vraiment sur une assurance. Est-ce que vous êtes assuré? Est-ce que c'est le fournisseur qui est assuré pour vous? D'où la notion de donneur d'ordre. Si vous êtes assuré en direct, soit avec un courtier en assurance spécialisé dans les maritimes ou via votre transitaire qui peut également souscrire une assurance pour votre compte, à ce moment-là, vous savez que vous êtes donneur d'ordre et que vous êtes bien assuré. Il peut toujours y avoir des conditions. Alors ça, c'est exclu, ça, c'est exclu. Et il y a des franchises. Donc, vérifiez bien ce point-là parce que c'est un élément important qui va à ce moment-là se révéler capital quand la marchandise va arriver dans le port. Très bon cas là. Très bon cas. Merci Dominique d'avoir bien rappelé ça. Et alors, je rebondis là-dessus sur une question que moi je me pose par rapport à l'Ever Given. Normalement,
l'assurance est à la charge de la marchandise. C'est-à-dire que dans le cas de l'Ever-Given, le renflouement, etc., c'est à la charge des containers qui étaient chargés dessus, enfin des gens qui avaient des containers dessus. Alors, je n'ai pas suivi le détail juridique. Est-ce qu'il y a une avarie commune? Est-ce que c'est du... je n'ai pas tout suivi, mais ça va venir, on va le voir dans la presse dans les prochains jours, au moment où les bateaux vont arriver, comment va se décanter ou quel est l'accord qui a été pris avec le gouvernement égyptien pour les 200 000 euros ou quelques dollars ou quelque chose comme ça, ou 200 millions. Enfin voilà, il va y avoir un accord. Il y a eu un accord. Hein. Après, Evergreen, comment est-ce qu'ils vont répercuter tout ça envers la marchandise? Est-ce que normalement, c'est l'assurance qui prend en compte ou est-ce que c'est la marchandise? Hein. À voir. Normalement, si j'ai bien suivi, en tout cas, c'est des questions qui sont en train de se poser actuellement. C'est pour ça que je redis aux gens que maîtriser son assurance, ou quitte à avoir même des clauses de surassurance ou de réassurance, c'est hyper important auprès de votre assureur. Pourquoi? Parce que effectivement, quand il y a eu le cas, je crois que c'était en Libye, il n'y a pas très longtemps, sur lequel il y a un bateau qui s'est échoué, avec une valeur, avec des conteneurs à bord. Il s'est échoué, il y en avait pour plusieurs millions pour le renflouement. Et ben, c'est les gens qui avaient de la marchandise à bord qui ont dû payer. Et je peux vous dire que quand vous avez un conteneur qui vaut 10 000 euros de marchandises et que vous devez payer 300 000 euros de renflouement, ça fait chaud. Donc c'est très important de regarder avec attention son assurance. Il y a une question. Alors, excuse-moi, Dominique, juste. Enfin, tu peux peut-être y répondre. Mais il y a une question de Léla sur laquelle je reviens. Si on dit qu'on fait du FCA, c'est l'exportateur qui paye les formalités de douane? Oui, c'est ça. C'est les D'accord. free carriers, tout à fait. Bon. Donc là, vous maîtrisez, c'est l'exportateur qui maîtrise la douane et qui est en possession, effectivement. Donc, c'est lui le donneur d'ordre, c'est lui qui va fournir les éléments au RDE pour faire la déclaration d'export et c'est lui qui va recevoir l'exemplaire 3 qui pourra justifier aussi. Donc, effectivement, c'est le donneur d'ordre, d'où l'importance de maîtriser. Hein, c'est ça, c'est d'être au courant et d'être le donneur d'ordre, aussi bien pour l'assurance que pour la douane. Effectivement, ça a un coût, mais le coût, généralement, c'est comme dans toutes les ventes, enfin, généralement, on le remet à l'intérieur parce qu'on a justement plus, que l'acheteur n'a plus, j'allais dire, les formalités de douane sorties à faire. Donc, voilà, on le remet à l'intérieur, là. Donc, généralement, c'est comme pour le transport. Quand on dit que c'est coûté fret et le fret jusqu'à destination, forcément, on met le coût du fret à l'intérieur du prix. Alors, effectivement, Dominique, on était en train de parler là de l'importance des incoterms et de la maîtrise des incoterms au port. Alors, il y a des pratiques européennes qui sont quand même différentes en fonction des ports, dans le chargement des navires, à bord, pas à bord. À Anvers, c'est quoi la pratique? La pratique, c'est beaucoup de FOB ou du coûté fret à l'import. Après, il faut quand même savoir qu'au niveau du port, la sécurité en elle-même, c'est une priorité stratégique. Et quand vous remettez de la marchandise à un transporteur, il a l'obligation d'amener en bonnes conditions du point A au point B. Dans le port, c'est une marchandise qui arrive, qui est là en transit et qui doit partir dans les meilleures conditions et dans une totale sécurité. Alors, sécurité, nous, on a défini quatre axes. C'est la sécurité des personnes. Donc, il y a d'une part l'accident de travail, bien sûr, qui passe par la prévention, par la formation, mais également par l'intégrité des personnes qui ont accès aux conteneurs, que ce soit les dockers ou que ce soit les administratifs. Il y a également une sécurité à ce niveau-là. Il y a bien sûr la sécurité de l'infrastructure en elle-même avec des accès qui sont contrôlés par biométrie, des caméras, des grillages, bien sûr. Mais ça, on va se faire. Les ports européens standardisent un petit peu les mêmes procédures dans tous les ports. Ensuite, il y a le cadre légal aussi pour sécuriser les procédures, notamment les documents, mais aussi les datas.
pour les hackers, etc. Et bien sûr, il y a la partie conteneur. Le conteneur et la marchandise en général qui transite au port d'Anvers notamment, où on utilise alors la digitalisation comme un élément au service de la sécurité pour contrôler les conteneurs qui arrivent à l'import pour libérer, on va dire, les conteneurs aux bonnes personnes avec un droit d'enlèvement. Ce n'est pas seulement avec un code, un PIN code ou un accès qu'on peut récupérer. Non, les chauffeurs, les transporteurs qui arrivent au port d'Anvers sont identifiés et on a une traçabilité. Donc, ça, c'est en train de se mettre en place et pour apporter encore un niveau de sécurité supplémentaire dans la chaîne logistique. Ok, donc ce qui veut dire que pour vous, au-delà des problématiques, je vais dire d'Incoterm, l'aspect traçabilité finalement de l'envoi à l'import comme à l'export est un point essentiel. Pourquoi il y a beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de problèmes peut-être. Mais... Il y a des problèmes et puis Marc, voilà, vous achetez une housse de téléphone en Asie, vous avez une traçabilité. Vous achetez un conteneur qui vous envoyez 20 000 € ou 40 000 € à l'autre bout de la planète. Et puis, à un moment donné, voilà, ça embarque, vous avez des documents, et puis personne ne vous donne une traçabilité, à moins d'aller chercher à gauche, à droite. Alors maintenant, c'est en train de se mettre en place. Heureusement, il y a de la technologie qui arrive dans l'industrie maritime, dans l'industrie portuaire, pour apporter justement une réponse, un élément de réponse à cette problématique de traçabilité, puisque le monde maritime et portuaire est un monde complexe. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Et c'est très, très fractionné. Et la difficulté, c'est d'obtenir les informations de façon horizontale, comme en blockchain, que tout le monde puisse savoir où est mon conteneur, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout fonctionne, est-ce que tout est en ordre, ou est-ce que je dois à un moment donné intervenir pour résoudre un problème. Ok. Vers quoi on va sur les différents ports? C'est quoi le port du futur versus Anvers? Alors, le port du futur, c'est beaucoup de projets. C'est déjà la transition énergétique. Donc, là, c'est de sortir du fossile pour aller vers des énergies beaucoup plus vertes. Aujourd'hui, beaucoup de projets autour différentes solutions, mais il n'y a pas encore de solution on va dire, prioritaire ou qui s'est démarqué. Donc, on est sur l'hydrogène, on est sur du méthanol, on est sur du multi-fuel port pour donner la chance à tous les acteurs d'utiliser les nouvelles énergies, y compris l'électricité. Alors, ça a l'air rien, parce qu'on a demandé à Dominique de parler de ça, excuse-moi Dominique, mais en fait, on va tous bientôt être obligés d'avoir un espèce de bilan RSE à fournir pour chaque envoi, avec des points carbone, avec de l'économie décarbonée qu'on devra justifier. Et ce qui veut dire, et on le traitera dans la deuxième partie cet après-midi aussi par rapport au transport aussi bien aérien, ça coûte cher, que pour le transport maritime. Mais ce qui veut dire que quand un port fait des efforts, un port fait des efforts sur son bilan carbone, ça veut dire qu'elle descend le nôtre. Et que nos points carbone, il y en a de l'affaire, on a un meilleur bilan carbone dans son envoi. Hein, c'est bien ça? Exactement. Exactement. Aujourd'hui, nous avons déjà des machines qui fonctionnent à l'électricité, donc des grues pour charger, décharger des conteneurs qui fonctionnent de façon tout à fait autonome avec de l'électricité sur du bio. Et voilà. Et comme ça, on va descendre notre bilan carbone et comme ça, quand les bateaux seront en plus à voile, alors là, voilà. Alors, il faut quand même relativiser. C'est une démarche qui se met en route, d'accord? Oui. C'est un processus qui mettra peut-être 10 ans avant d'arriver jusqu'à terme. Mais 2050, l'objectif, c'est d'être un port neutre sur le bilan carbone. Alors, Bastien nous demande, ce système de suivi peut-il, dans une certaine mesure, être comparé au système de frontières intelligentes qui a été mis en place avec le Royaume-Uni? Alors, ce n'est pas la même chose, je pense.
Ça, c'est pour la douane. Oui, c'est pour la douane, alors que là, on est uniquement sur un système de relâche, d'autorisation et de maîtrise pour savoir qui vient récupérer le conteneur. D'accord. Ok. Petite vision, j'anticipe sur ce qui va se dire cet après-midi, mais je ne peux pas en empêcher, Dominique, puisque vous êtes là. Petite vision des relations avec la Chine, avec un transport maritime qui a augmenté de façon considérable et avec des difficultés non négligeables de qualité et de service au port chinois. Vous voyez ça comment, vous, de votre côté, Anvers? Pour l'instant, ça perturbe énormément l'organisation portuaire, puisqu'on se retrouve avec beaucoup de retard, avec des compagnies maritimes qui prennent qui suppriment des volumes, qui redistribuent les routes. Hein, on a vu là maintenant la semaine dernière d'Alliance qui ramène ces volumes de Rotterdam à Anvers, mais ça veut dire que c'est encore plus de travail pour nous. Et que ça congestionne les terminaux à tel point qu'il faut prendre des mesures pour limiter les conteneurs export et de les accepter seulement à la limite de prendre des rendez-vous une semaine maximum avant le départ du bateau. Tout simplement pour garder la souplesse et pouvoir continuer à gérer les volumes. Mais c'est un gros souci. Exactement. C'est toute la chaîne logistique va subir en fait les changements des compagnies maritimes. Alors, j'ai loupé une étape, mais pourquoi on a cette problématique de volume? Ils ont supprimé des bateaux? Alors oui, ils ont supprimé des bateaux, ils ont supprimé des rotations, ils ont supprimé des escales aussi. Là, CMA, ils suppriment le Havre. Ça veut dire que, alors CMA pour l'Amérique du Sud, le côté ouest, hein, donc c'est Pérou, Chili, ce côté-là, ils suppriment l'escale du Havre. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les exportateurs français? Ça veut dire qu'à partir du moment où ils n'ont plus la possibilité de livrer les conteneurs au Havre parce qu'ils n'arrivent plus, la destination Amérique du Sud, Chili, Pérou n'est plus desservie, ils sont obligés d'amener les volumes au port d'Anvers. Oh, alors, aussi bien pour les exportateurs français que les importateurs. Et ça, c'est la justification. Exemples. Comment? Il a des bons exemples, Dominique. Mais la justification, si vous regardez, ils ont 2 semaines de retard. Ils ont 2 semaines de retard sur leur rotation et l'idée, c'est de récupérer un jour à gauche, un jour à droite. Et donc, nous, on va dire au port d'Anvers, on n'a rien demandé. Hein. C'est effectivement les compagnies maritimes qui réorganisent en fonction de leurs priorités, de leur stratégie. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué, d'autant plus que ça va rester compliqué d'après ce que j'ai entendu jusqu'après le Nouvel An chinois. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge tout de suite. Oui, c'est au mois de février, hein, donc Nouvel An chinois. Donc, et a priori, là, y compris pour nous, il va falloir investir parce que là, on est en période de vacances, donc les dockers, ils veulent aussi partir en vacances alors qu'ils étaient déjà sous pression depuis mars de l'année dernière. Les volumes n'ont pas arrêté d'augmenter. Et encore sur les 5 premiers mois pour d'Anvers, les volumes continuent à augmenter, en tout cas les volumes conteneurs. Il y a une très très forte pression sur toute la chaîne logistique, y compris sur le hinterland. Parce qu'après, bien sûr, ces conteneurs repartent en France. L'idée, c'est pas qu'ils repartent en camion. Donc, on essaie de faire la promotion, un maximum de promotion sur l'interland en utilisant les connexions fluviales et les connexions ferroviaires, ce qui n'est pas forcément évident, puisque quand vous avez déjà du retard en mer, ou au départ, parce qu'au départ aussi, on voit que des conteneurs restent sur les terminaux pendant 3 semaines, voire peut-être même plus, avant d'embarquer sur un navire. Voilà, ça arrive et c'est urgent. Hein, donc là, on va faire c'est beaucoup de camions, mais c'est des camions, forcément. Un bateau qui ramène 6000 conteneurs, bon,
vous avez peut-être 1500 conteneurs qui vont traverser les Hauts-de-France pour aller jusque sur Paris, qui vont aller jusque vers le Grand Est, qui vont aller peut-être beaucoup plus loin en France. Tout ça, c'est une globalité et une réalité aussi. Surtout que le conteneur, quand vous réfléchissez bien, la moitié des camions que vous voyez sur la route sont vides. Soit il a un conteneur import et il est plein pour vider chez un importateur, soit en grande partie, il va être vide pour être chargé chez un exportateur. Mais voilà, il y a peut-être 80% des conteneurs que vous voyez sur un camion sont vides. Bon, eh ben, écoutez, merci de ces éclairages. Franchement, c'était intéressant. On a passé là, pratiquement 1h30 ensemble, à peu de choses près, à définir les points. Alors, si je peux me permettre, puis après vous pourrez faire votre synthèse aussi à vous, quand même, les conditions de vente et le commerce international est devenu un peu plus complexe qu'il y a 10 ans. On dit toujours ça, hein, mais c'est vrai que c'était mieux avant. Mais en fait, c'est pas tout à fait. C'est vrai quand même. Hein. C'est vrai parce que les accords multilatéraux qui existaient auparavant, eh ben, c'est fini. Et maintenant, c'est des accords de pays à pays. Donc, qui veut dire des certificats d'inspection nouveaux qui naissent avec des règles et des conformités qui n'existaient pas auparavant. Voilà, et qu'il faut respecter parce qu'on n'a pas le choix. Puis de toute façon, si vous ne le respectez pas, eh ben, c'est terrible. Ça veut dire que si on maîtrise sa chaîne logistique, eh ben, en fait, il faut qu'on maîtrise son Incoterm. Et donc, comme nous avons banni le Hexworks définitivement de la planète, nous pouvons maintenant tout commencer au FCA, n'est-ce pas, Jean-Michel? On va dire ça comme ça. On peut le dire comme ça, oui, tout à fait. Là, ce qu'il faut bien. Un dernier point, il n'y a rien d'établi. Là, je réagis là-dessus parce qu'on a banni l'Xworks, ça c'est clair, il n'en faut plus. Ça ne m'a pas empêché, par exemple, de travailler il y a peu de temps avec une société qui s'est mis d'accord avec son partenaire. Alors, c'est eux, c'est les Français qui vendent, et eux, ils travaillent en Xworks dédouané. C'est-à-dire que c'est une société française qui a décidé de rester en Xworks, mais qui maîtrise relativement bien ses formalités douanières et qui a décidé de parler Xworks dédouané. Et là, rien n'est interdit. Alors bon, on a beaucoup travaillé avec eux. Moi, je leur ai conseillé de quitter cet Xworks dédouané qui est un peu bâtard, si vous me permettez l'expression, pour passer en FCA, justement. Mais il faut bien comprendre qu'au niveau Incoterm, ce n'est pas une loi, ce sont des règles. Et c'est juste une négociation qui doit être bien menée entre les deux parties. Donc, on peut imaginer un petit peu tout et n'importe quoi, je dirais, mais il n'y a pas vraiment un cadre strict. Chaque personne doit s'entendre et chaque partie doit être d'accord. D'où l'importance, et on en parlait il y a quelques temps, Jean-Michel, parce que je sais que tu le fais aussi beaucoup, de former ses commerciaux. C'est vrai, c'est vrai. Hyper important, hyper important. Ça, je dirais que c'est la base. J'ai, moi, plusieurs expériences où on s'aperçoit que les commerciaux, d'une manière générale, ont très peu de connaissances en Incoterm. Et puis, ça peut se comprendre, hein, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident. Leur objectif à eux, c'est de vendre. Ils arrivent, on vend le produit, ouais, mais sous quelles conditions? Et là, après, oui. La formation des commerciaux est primordiale. Oui. Voilà. Et comme il y a des commerciaux qui nous écoutent, formez-vous. Voilà. Comme ça, voilà. Ça sera fait. Militaire et Munch propose des formations justement à ce niveau-là. Ok. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive au bout de cette première partie. On va faire une petite pause pendant quelques minutes et on va reprendre à quelle heure? À 10h45, hein, c'est ça? 10h45. Donc, ça fait un quart d'heure de pause sur lequel vous pouvez aller boire un coup, vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Et on se retrouve à 10h45 sur la partie douanière avec plein de gens intéressants, puisque vous aurez à la fois, j'allais dire, des gens qui sont des spécialistes du sujet, mais à la fois aussi, donc bah, tiens, on se retrouve Jean-Michel, à 10h45. Tu réinterviens à 10h45, on ne se quitte pas. Hein. Avec Alban Bruzon, avec Catherine Amadio,
avec Béatrice Pennec et avec Claire Pérez, enfin le port de Barcelone. Voilà, à très bientôt, on fait le tour des ports. À tout à l'heure, 10h45.